Voix, il y a eu cette polémique autour de la sortie du fils du chef de l'État sur le drame de Bankolo. Il y en a qui estiment que, peut-être pas forcément à ce sujet, mais sur la question de l'absence du président de la République sur le site de Bankolo. Certains estiment que, comme c'est le cas partout à travers le monde, lorsqu'on voit, récemment encore, que ce soit au Maroc ou ailleurs, on voit, dès qu'il y a un drame, on voit le numéro 1 qui se précipite sur les lieux, qui prend la mesure, qui échange avec les populations, qui compatit, qui prend des mesures. Dans le cas du Cameroun, certains estiment que bon, le président de la République n'est pas obligé de le faire lui-même. Il y a des ministres d'ailleurs qui sont descendus sur le site et que le plus important n'est pas d'avoir le chef de l'État qui descende, mais c'est de voir quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour justement la prise en charge des sinistrés et peut-être de s'occuper des familles qui sont victimes de cette catastrophe. Qu'en dites-vous? Bien, permettez-moi de revenir sur les propos de mon compatriote du RDPC qui a parlé du cadre législatif. Je voudrais lui rappeler qu'en réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas de texte sur l'application de ces textes-là. Je voulais lui rappeler qu'il existe la loi numéro 86-16 du 6 décembre 1986 portant Organisation générale de la protection civile. On ne sait pas si c'est appliqué. Je voudrais lui rappeler, et ça scie avec ce que vient de dire le consultant, le décret de 96 04 du 12 mars 1996 qui fixe la composition et les attributions du Conseil national de la protection civile. Nous avons parlé de prévention. Eh bien, lorsqu'on lit ces textes, notamment à son article 4, il est très clair. Ce comité-là, ce conseil, pardon, devrait faire une évaluation nationale détaillée des risques de catastrophes naturelles et technologiques, d'accidents graves et de calamités. Je ne sais pas si vous avez vu un document pareil dans ce pays. Or, c'est dans les attributions de ce Conseil national de la protection civile qui est présidé par le secrétaire général de la présidence de la République. Tout à fait. Et dans ce même texte-là, le même article, l'alinéa 2, ils peuvent proposer des mesures de prévention appropriées au chef de l'État. Or, à partir du moment où ils ne font même pas l'évaluation des risques, comment peut-il proposer des mesures de prévention? Et même lorsqu'on va parler de secours, c'est structuré. Il y a le décret 98/31 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et de secours en cas de catastrophe ou risque majeur. Et lorsque vous lisez l'article 4.7, ce décret met en place ce qu'ils appellent des comités de crise. Au niveau local, c'est-à-dire ça peut être au niveau du préfectoral ou régional au niveau du gouverneur. Et maintenant au niveau national, il y a le Conseil national, le Comité national de crise qui est présidé toujours par le secrétaire général de la République. Lorsqu'il y a un drame comme celui-là, ces comités se mettent en branle. Et dans le cas d'espèce, en tenant compte du nombre de morts, c'est le comité national lui-même qui devait se mettre en place. C'est un comité interministériel. Vous nous parlez de cellules. Non, on ne s'entendait pas à une cellule. On s'entendait plutôt aux travaux d'un comité national de crise qui s'est réuni d'urgence. De toute urgence pour évaluer la situation et mettre en branle le plan d'urgence et de secours. Mais cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. À quel moment les autorités administratives et même les ministres arrivent sur le terrain? Ailleurs, nous l'avons vu. Les gens réagissent au même moment, c'est-à-dire après une heure. Une heure après, les gens sont déjà sur le terrain. N'était pas accessible. Et c'est pas une question d'accessible. C'est dans la nuit. Ça s'est passé dans la nuit. Oui, même dans la nuit, on peut réagir. Ne m'interromps pas. L'État a tous les moyens régaliens pour réagir très rapidement dans des situations pareilles. Ce que nous voyons dans les pays étrangers, ils ne font pas de la magie. C'est pas sur Mars que ça se passe. Ça se passe bien dans notre planète. Et comment est-ce que nous ne pouvons pas avoir de tels plans d'urgence, de secours et les mettre en œuvre? Imaginez, on vous dit, on s'attend. On n'a pas lu le fils de M. Paul Biya. Et M. Paul Biya vous a dit qu'il a été élu à 11%. Donc, lorsqu'il y a des crises comme ça, où des Camerounais meurent, on s'attend pas à la présence de son fils qu'on ne connaît pas, qui n'a aucune charge administrative. On s'attend au déplacement de celui qui a été élu, dit-il lui-même, à 11% des voix. Alors, il s'est fait élire à 11% des voix pour faire quoi? Pour rester chez lui au palais des nuitées pendant que les Camerounais meurent? Non.
Il a volé la victoire de notre candidat en 2018. Le président, quand tu étais là-bas, il a été élu. Pour rester au palais. Le président, quand tu étais là-bas, lui, il a été élu. Vous l'avez vu? Oui. Et votre champion est où? Mais vous savez pourquoi Franck Emmanuel a été là-bas? Il n'est pas officiel. Ce n'est pas une question. Le président de la République est où? Ça n'est pas un sujet. Il y a eu, on ne l'a jamais vu sur place. On a eu Niarno, il ne s'est jamais déplacé. Il y a eu Ezeka, il ne s'est jamais déplacé. Il y a eu Gouaché, rien du tout. En plein Yaoundé, ce n'est pas Bankolo, c'est un jet du palais de la présidence. Qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien du tout. On envoie des ministres, dont l'un qui s'appelle désormais ministre Moulinex, qui lui traite ses compatriotes de condiments, et il va en faire une pâte, et il va sur le terrain, il vous dit, le chef de l'État a donné des matelas. Mais ça, c'est une honte pour notre pays. Comment est-ce que ces gens peuvent continuer à humilier comme ça le peuple camerounais? Est-ce que la réponse immédiatement là, lorsque les gens ont perdu la vie, lorsque les gens sont sans abri, la meilleure réponse c'est de apporter du savon, un morceau de savon, combien de savon d'abord? Un morceau de savon, un peu de lait, un drap, un matelas pour faire quoi? Apprenons des autres, copions les autres ce qui se passe ailleurs. D'autant plus que, ils l'ont dit, il y a une direction de la protection civile qui a quand même un budget conséquent. 7,3 milliards, c'est pas peu d'argent. Qu'est-ce qu'ils en font? On a vu Gouaché, qu'est-ce qu'ils dépensent là-bas? Vous pensez que ces matelas qu'on distribue là, ça a coûté même 50 millions de francs, c'est pas? Demain, on va dire que ça fait des milliards. Mais pourquoi est-ce que vous suivez comme ça le Cameroun? Comme quelqu'un aimait sur les plateaux de télévision, je vous le dis, c'est suyant. C'est vraiment suyant pour notre pays. Imaginez que lorsque les Turcs sont morts, lors tremblement de terre, le président Paul Biya a dépêché son ministre Moulinex pour aller remettre 1 million de dollars, c'est-à-dire 600 millions de francs CFA. Mais lorsque les Camerounais meurent, on est incapable de dépenser même 100 millions de francs CFA. Est-ce à dire que la vie des étrangers est plus chère que la vie de nos compatriotes? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est pourquoi nous, MSN, nous décidons que c'est une honte. La réponse qui est donnée face aux catastrophes naturelles dans notre pays n'est pas la meilleure pour un pays qui veut avoir une certaine image dans le concert des nations. Se mettre à donner des morceaux de savon alors que la première chose qu'il fallait faire, c'est de caser ces gens-là. C'est de caser ces gens-là. Et je voulais vous rappeler, mon cher compatriote du RDPC, que gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on gouverne, on prévoit. On ne fait pas du saupoudrage comme l'avait rappelé sur un plateau de télévision. Le même, mais à Yaoundé, votre camarade du RDPC qui disait que le gouvernement fait du saupoudrage. Il a reconnu, et ça c'est vrai, tout le monde constate qu'il y a du saupoudrage. Non, donnez une réponse efficace. Mais si vous ne pouvez pas le faire, chers compatriotes du RDPC, laissez-nous assumer la charge de gouverner ce pays et le conduire là où il faut, au lieu de l'enfoncer davantage par votre manière de faire. Vous êtes plutôt préoccupé à écraser les Camerounais et à en faire une patte, alors que les gens meurent chaque jour. Vous n'arrivez pas à assurer la sécurité des Camerounais ni de leurs biens. Sur nos routes, les catastrophes naturelles, les gens meurent. Qu'est-ce que vous en faites? Rien. Vous venez sur un plateau de télévision dire que non, il faut d'abord les lois. Je suis surpris que vous ignorez que les lois existent. Sur le bénisme, il a rappelé. Non, et je viens de vous le dire que sur le cadre. Elle n'existe pas. Je viens de vous dire que. Vous allez vous interrompre. Je ne veux pas le faire. Il y a des textes. Je suis pas nécessaire. Toutes les années. Si vous voulez, vous avez un texte personnellement disant que j'ignore les lois. Alors je dis qu'il faut appliquer la législation. Je ne l'ai pas dit comme ça. C'est Henri. Jusqu'ici, ça va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous parlez tous en même temps, on écoute ça. Serge Henri Kelvin, est-ce que vous pouvez m'écouter une seconde? Jusqu'ici, vous écoutez très bien. Il aura fini, ce sera votre tour de parole. Et vous le savez. Non, du tout. Quel que soit ce qu'il dit, vous souffrez qu'il termine. Et lorsqu'il finit, je donne la parole, puisque justement, vous savez qu'après lui, ce sera votre tour de parole. Alors, si vous l'interrompez, tout à l'heure, dès que vous prenez la parole, vous interrompez, on ne pourra plus rien écouter. Et des spectateurs qui ont abandonné toutes leurs activités et qui sont assis à la maison devant le petit écran pour regarder, ils seront embêtés. Donc, par respect pour cela, je vous en prie, attendez votre tour de parole. Je termine en disant, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les restes des Camerounais sur le site de Bankolo. On ne voit absolument... Il y a encore des corps dans les débris là-bas. On ne voit absolument rien se passer. Ailleurs, on aurait vu, dès les premières heures de cette catastrophe, on aurait vu du personnel
formés pour ça, et avec du matériel adéquat pour fouiller tout ça et non seulement peut-être extraire des survivants, mais extraire, n'est-ce pas, les restes des compatriotes qui sont décédés. Mais à Yaoundé, rien ne se passe. On va avec plutôt, lorsque nous sommes arrivés sur le site avec le président national Maurice Kamto, nous avons plutôt vu la télévision, la CATV. Voilà ce qu'on a envoyé pour aller extraire les corps des Camerounais. Non, la CATV n'est pas pour extraire les corps. Juste non, c'est une manière de parler. Puisque je n'ai rien vu, j'étais sur le site, je n'ai rien vu comme dispositif en place pour pouvoir extraire quoi que ce soit. Les familles disaient qu'il y a encore des gens là. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument rien, jusqu'aujourd'hui. Mais c'est pourquoi nous disons, nous, que c'est une honte qu'on en arrive là. Quand on sait encore qu'il y a les moyens, l'État a les moyens de le faire. Donc, aujourd'hui, on a en train de se poser des questions. Et comme il a si bien, je termine par là, il y a pas mal de sites comme ça qui restent aujourd'hui dangereux. Je peux rappeler ici, au moins, le préfet de Foundi a joué l'un des rôles qu'on attend d'eux, c'est-à-dire la lettre. Il a donné la lettre sur ceux qui connaissent Yaoundé Ngousso. Après, juste après le députage général, il y a une pharmacie. Là, derrière cette pharmacie, il y a des populations qui y vivent. C'est toujours un flanc de montagne. Il a lancé la lettre pour demander à ces populations de déguerpir. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut même pas attendre que les populations s'y installent. Il faut empêcher que les populations s'installent sur les zones à risque. Ça, c'est la mission de l'État. Très bien.